Alors bonjour mesdames et messieurs, heureux de vous accueillir dans une nouvelle émission chez Agora, ici Télévision. J'accueille avec plaisir pour cette fois monsieur Bogdan Stefan, auteur et cinéaste. Bogdan Stefan tisse des ponts entre les cultures, les langues et les époques. Ses livres et ses films témoignent de sa passion pour la transmission du patrimoine. Il vient de faire paraître tout dernièrement en 2025 son livre 1989, le communisme raconté à ceux qui ne l'ont pas vécu. Publié aux éditions Les Salicaires. Monsieur Stéphane, je vous souhaite la bienvenue chez Agora. Oui, bonjour, très content de me retrouver à cette émission avec vous. Ça fait plaisir de vous accueillir. Bon, on va parler livres, on va parler littérature. 1989, le communisme raconté à ceux qui ne l'ont pas vécu. Il faut admettre dans un premier temps que le titre, il est évocateur, il est révélateur. Un titre que vous destinez particulièrement à ceux qui n'ont pas vécu le communisme. Alors, voulez-vous nous expliquer ce regard-là que vous portez justement à un titre aussi évocateur que celui-là? C'est très intéressant que vous posez cette question. C'est une très bonne question parce que c'est à la base, à quelque part, de ma démarche. En fait, ma motivation principale pour écrire ce livre a été celle d'essayer de répondre aux questions nombreuses que je recevais de la part des gens ici au Québec. Lorsque je suis arrivé au Québec en 2001 et par la suite, je recevais beaucoup de questions. Comment ça se passait dans ton pays? Comment ça se passait sous cette dictature communiste, le régime de Ceausescu? Les gens connaissaient des petites affaires, mais c'était difficile pour eux d'avoir une impression générale et donc ils me posaient des questions. Et moi, à mon tour, j'avais beaucoup de difficultés à répondre à ces questions-là. De un, parce que mes souvenirs de mon enfance et mon adolescence dans ce pays, dans cette Roumanie communiste-là, étaient des souvenirs plutôt heureux. Comme je l'ai marqué dans le livre, c'est confusément heureux. Ce n'est que par la suite que lorsque je me suis plongé dans toutes les choses terribles qui sont arrivées lors de cette dictature, que ces souvenirs-là ont commencé à être petit par petit pervertis à quelque part. C'est comme si vous voulez, c'est comme si j'avais des photos de famille qui m'étaient très chères. Dans ces personnages-là, c'est comme si, je dis pas que c'est arrivé pour de vrai, mais c'est comme si dans ces membres de famille, tout à coup, j'apprenais qu'un de mes oncles, par exemple, avait été un abuseur. Et donc, ces Mhm. souvenirs-là se retrouvent par la suite comme pervertis par tout ce que j'ai su sur le régime. Et donc, j'ai voulu, en fait, transmettre à ma communauté d'accueil, les Québécois qui m'ont si bien accueilli ici au Québec, qu'est-ce que ça veut dire vivre dans un pays communiste? Parce qu'on a quand même discouru en long et en large sur les raisons pour lesquelles cette utopie s'est écroulée. Pas partout sur la planète, il y a encore des pays qui sont communistes, mais en Europe tout de même. Mais par contre, on a très peu parlé de qu'est-ce que ça voulait dire vivre dans la vie de tous les jours, dans le quotidien d'un pays communiste. Et donc, c'est ça que j'ai voulu faire avec ce livre-là, livrer aux lecteurs québécois mon vécu de cette époque-là, exprimé à travers les objets qui m'entouraient. Et oui, ça peut paraître un peu peut-être pédagogique, mais je trouvais que ce titre-là disait exactement ce que je voulais faire avec ce livre. Parfait. Alors, à la lecture de ce livre, d'ailleurs, bon, là, c'est une autre discussion. Là, on ne sait pas si c'est un récit, si c'est un roman, si c'est un essai, ou si c'est juste un récit. Mais moi, j'aimerais plus parler de votre démarche, Monsieur Stéphane Bogdan, concernant l'écriture de ce livre, parce que j'ai eu l'impression que vous adoptez parfois une démarche historique, parfois une démarche mémorielle pour se rappeler de tous ces événements, mais parfois une démarche pédagogique. Est-ce que vous avez essayé de faire la fusion entre les trois, ou bien vous préconisez plus un récit où vous racontez justement ce qui s'est passé sous la lumière de ce que vous avez vécu sous le communisme?
Si vous voulez un terme que moi je trouve très approprié pour ce livre, c'est un film sur papier. Ah bon, bon. Moi, je suis un cinéaste à la base. Et donc, en écrivant ce livre, j'ai voulu faire comme une sorte de documentaire sur papier. D'où cet aspect-là de mettre des documents de l'époque, des Mhm. morceaux, des articles de journaux, des lois qui étaient en fonction à l'époque, comme le décret de Ceausescu pour la natalité, pour interdire les avortements. Donc, toutes des choses qui donnent cette couleur documentaire au livre. Et je voulais cette couleur-là, je voulais en fait donner aux lecteurs la possibilité de constater par eux-mêmes, à travers la lecture des documents de l'époque, qu'est-ce qu'on vivait. Deuxièmement, oui, on peut dire absolument que c'est un récit. C'est ma mémoire, c'est mes souvenirs de l'époque, avec tout ce que la mémoire peut apporter comment dire, des fois faillible. Mhm. Et donc, je livre au lecteur les souvenirs du jeune que j'étais à l'époque, le jeune adolescent de 17 ans, entrecoupé de ma réaction d'aujourd'hui. Le Bogdan de 53 ans d'aujourd'hui, il donne son feedback par rapport à ce que le Bogdan de 17 ans il raconte. Et ce regard, ce recul que je prends par rapport aux événements que je vivais à l'époque, ça aide en même temps aussi les lecteurs québécois d'avoir peut-être ce recul-là aussi. Donc, je pense que on peut très bien le mettre dans la catégorie récit, ce Mhm. livre-là, mais on peut aussi parler d'un film sur papier. D'un film sur papier, comme vous avez dit, un documentaire aussi sur papier. Très bien. On va faire une pause et on revient dans les prochaines minutes, mesdames et messieurs. 1989, le communisme raconté à ceux qui ne l'ont pas vécu, publié en 2025 chez les éditions et Saliker. Je reçois l'auteur de ce livre, M. Bogdan Stefan, qui nous fait vivre à travers ce récit de l'intérieur le quotidien d'un adolescent de 17 ans dans la Roumanie communiste de 1989 sous le règne de Nicolae Ceausescu. On va en parler plus en détail. On vous revient. De retour avec vous, mesdames et messieurs, chez Agora, ici Télévision. J'accueille M. Bogdan Stefan qui vient de faire paraître ce livre-là, 1989, Le communisme raconté à ceux qui ne l'ont pas vécu. Alors, c'est publié chez le PUM, Presse Université de Montréal. Et Saliker, là, c'est la collection. Là. Vous aurez peut-être deviné cela, mais la maison d'édition, c'est bien Presse Universitaire de Montréal. On continue la discussion avec vous, M. Bogdan. Permettez-moi la lecture de cet extrait, page 53, de ce livre. L'homme nouveau, Homme Ulmo, était partout à l'école, à la télévision, dans les films et dans les pièces de théâtre. L'homme nouveau n'attachait pas d'importance à l'argent ou aux valeurs matérielles, car c'était le bien-être de la société qui primait pour lui. Il savait mobiliser, encourager les gens autour de lui. Il ne craignait pas de se salir les mains, même si c'était un intellectuel. Alors là, c'est comme un extrait, là, la description de cet homme. Mais de manière générale, quel mythe ou idée reçue sur le communisme avez-vous tenté, à travers ce livre, de déconstruire, justement, M. Stéphane? Le premier mythe que j'ai tenté de déconstruire, c'est celui de cette utopie communiste en tant que telle. Les gens certaines personnes ont encore une nostalgie pour cette utopie-là parce qu'elles pensaient que c'était, j'ai souvent entendu cette phrase-là, c'était la chance en or de l'humanité d'essayer autre chose, un autre régime, une autre façon de fonctionner que le monde capitaliste dans lequel on se trouve aujourd'hui, l'économie de marché, et ainsi de suite. Et en fait, à travers ce livre, ce que je veux dire, c'est que l'utopie communiste en tant que telle et toutes les utopies en ce qui me concerne sont très dangereuses. Une utopie, plus elle est belle, plus elle peut s'avérer meurtrière. Parce que
les lendemains qui chantent, les horizons d'un paradis promis font en sorte que les gens regarderont pas si on pile sur les plus vulnérables pour arriver à cet endroit-là, pour arriver à ce paradis promis, pour arriver à ces lendemains qui chantent. Euh, Souvent, c'est les plus vulnérables qui payent le prix. Je parle dans mon livre des enfants, je parle des femmes qui ont souffert Ouais. énormément là, dans ce régime-là, à travers cette interdiction d'avortement. Et donc, les enfants qui sont nés souvent sans être désirés par leurs parents et qui sont retrouvés ensuite dans des orphelinats mouroirs, où ils mouraient par des centaines. Et donc, toutes ces choses-là font en sorte qu'aujourd'hui, on peut avoir l'envers de la médaille de ces utopies-là. Donc ça, c'est la première chose que j'ai voulu déconstruire. J'ai Mhm. voulu dire aux gens, attention, toute utopie peut s'avérer extrêmement dangereuse parce que justement, il y a cette promesse-là qui fait en sorte qu'on ne fait plus attention aux gens, aux plus vulnérables. Deuxième chose que j'ai voulu déconstruire, c'est que les gens dans ces sociétés-là avaient une sorte de stature morale qui faisait en sorte qu'ils étaient des gens exemplaires. On appelait ça l'homme nouveau. Ah, c'est bien connu. Tous les régimes totalitaires, ou presque, ils ont cette tendance-là de vouloir créer un homme nouveau. Les nazis avaient cette idée-là, avec l'homme parfaitement d'un point de vue physique, d'un point de vue racial. Les communistes, eux, il y avait cette idée-là également, mais plus d'un point de vue moral. Mhm. Faire en sorte que cet homme nouveau-là soit une personne complètement désintéressée par les aspects matériels, que ce soit quelqu'un qui se donne totalement à la communauté, et ainsi de suite. Par contre, la réalité nous a appris que cet homme nouveau-là, tel qu'il était désiré par les communistes, n'a jamais existé. Au contraire, cet homme nouveau, c'était un être perverti, Mhm. souvent abusé, souvent humilié par ses supérieurs, par les gens qui étaient en haut du régime et qui faisaient en sorte qu'à la fin de la journée, cet homme nouveau-là se retrouvait souvent avec des traumatismes de sa vie quotidienne, dans ses interactions avec les autres hommes nouveaux. Oui, oui. Et donc, ça serait un deuxième mythe que j'ai voulu déconstruire par rapport au communisme. Très bien. Alors, bon, entre les derniers mois du règne de Nicolae Ceausescu et cette liberté nouvelle qui s'accompagne de la découverte de la langue française, justement, est-ce que le but, c'était de mettre l'accent sur une expérience particulière vécue? Oui, vous avez tenté plus ou moins de mettre l'accent sur une expérience universelle. Une fois que le lecteur va la lire, il va dire, bon, c'est une expérience qui va servir tout le monde, là. Je pense qu'on peut passer du particulier vers l'universel très bien. En décrivant ce que moi j'ai vécu, ce petit gars de 17 ans qui avait vécu quand même une enfance, une adolescence protégée par ses parents. Mes parents avaient su construire autour de moi comme une sorte euh, d'aquarium, si vous voulez, quelque chose qui faisait en sorte que j'étais protégé des réalités ou des abus, des humiliations, tout en les ressentant pareil, parce que Oui, les enfants, les adolescents, ils ont des antennes et ils sentent toutes ces choses-là. Donc, en décrivant mes expériences particulières, j'espérais faire en sorte que les gens puissent se mettre un peu à ma place et vivre ce que j'ai vécu à l'époque. oui. Vivre cette incroyable liberté qui nous arrive par surprise le 22 décembre 1989. Ensuite, l'apprentissage de l'alphabet, de cette liberté-là, parce qu'on ne connaissait pas, cette liberté. On ne savait pas quoi en faire. On ne savait pas quel choix faire, comment dialoguer avec l'autre à côté de nous, vu que les Mhm. régimes avaient empêché, si vous voulez, le fonctionnement de société civile.
On ne pouvait pas faire des associations, on ne pouvait pas se réunir et discuter de ce qu'on voulait. Il y avait une surveillance constante de la part de la police politique romaine qui s'appelait la Securitate. Et donc, toutes ces choses-là font en sorte que lorsque la liberté arrive en décembre 1989, il faut l'apprendre. Il faut faire l'apprentissage de cette liberté-là, de dialogue avec l'autre, du respect de l'autre. Et donc, voilà, j'espère que les lecteurs pourront, à travers mon témoignage qui est personnel, quand même retrouver une expérience universelle. Très bien, excellent. On fait une pause et on revient dans les prochaines minutes, mesdames et messieurs. Restez avec nous. De retour avec vous, mesdames et messieurs, on parle littérature. Bogdan Stefan, c'est mon invité de ce jeudi. On parle de livres. Bon, on va dire que c'est un récit. On va valider que c'est un récit. C'est un témoignage aussi sur une période de communisme, là, au temps de Nicolae Ceausescu. 1989, le communisme raconté à ceux qui ne l'auront pas vécu. Publié chez PUI, Presse Université de Montréal. Les salicaires. Voilà, bon. Là, permettez un petit détail, là, durant ma lecture que j'ai relevé. Bon, ça pourrait paraître un détail secondaire. Page 222, vous dites « J'ai 17 ans ». Mais le Front a donné le droit de vote à tous ceux et celles qui auront 18 ans durant l'année 90. Je me suis demandé pourquoi ce « mais ». Pourquoi vous avez marqué la concession « J'ai 17 ans, mais ». Est-ce que le but, c'était justement de dire que c'était un calcul inattendu, que le droit de vote a été octroyé à cet âge, ou est-ce pour dire que bon, le vent de liberté a commencé tout de même à souffler? En fait, c'est très simple. C'est parce qu'en principe, on a le droit de vote à partir de l'âge de 18 ans. Voilà. Dans presque tous les pays, c'est comme ça que ça se passe. Mais vu que le Front de Salut national qui était rentré au pouvoir voulait profiter de cette vague-là, de cet engouement déroulement pour le vote, ils ont décidé de donner la possibilité aux jeunes, même s'il n'y avait pas 18 ans au moment du vote, de voter. Comme mon anniversaire, c'est au mois d'août. Et donc, je n'avais pas, le 20 mai, je n'avais pas encore mes 18 ans. Mais le Front a donné cette possibilité-là pour faire en sorte que les jeunes puissent se prononcer aussi dans les élections, les premières élections libres qui ont eu lieu le 20 mai. Et donc, voilà, c'est aussi simple que ça. Très bien. Alors, est-ce que vous pensez qu'il y a justement un devoir de mémoire, je veux dire, un devoir de mémoire associé au communisme, comme il l'est pour d'autres régimes, on va dire, autoritaires? Tout à fait. Je trouve que c'est crucial. Et je trouve que le double, si vous voulez, deux poids, deux mesures qu'on fait avec les crimes du nazisme, c'est inacceptable. Bon, il y a des raisons pour lesquelles on n'a jamais pu faire un procès du communisme. La première raison étant que il n'y a pas eu de victoire en tant que telle dans cette guerre froide. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu une victoire sur un champ de bataille. Le communisme a implosé par lui-même, comme un château de cartes qui s'est écroulé en 1989 dans plusieurs pays de l'Europe de l'Est et centrale, et ensuite jusqu'à la disparition de l'Union soviétique en 1991. Et donc, à cause de ça, on n'a jamais pu, si vous voulez, faire un procès du communisme comme on a eu le procès du nazisme à Nuremberg. Ce procès-là, je l'écris dans mon livre, le procès de Nuremberg a permis non seulement la condamnation de certains responsables nazis, mais a permis également au peuple allemand et à tous ceux qui avaient côtoyé le fascisme et le nazisme de faire leur propre processus de conscience, de se demander en quoi ils avaient été complices du régime. Est-ce que leur simple acceptation du régime, est-ce que le fait qu'ils ne se sont pas révoltés, est-ce que le fait qu'ils n'ont rien fait pour empêcher les crimes du régime nazi, est-ce que ça faisait d'eux
d'une certaine manière des complices. Et donc, à travers cet examen de conscience, les gens ont pu quand même faire une sorte de ménage dans leur tête Exactement. et dans leur cœur. Et puis, bon, c'est vrai que quand vous dites le nazisme, on a pu faire, hein, n'est-ce pas? On a pu le condamner, là, et puis le communisme, ça a toujours été une revendication, là, qui a marqué l'histoire. Mais une dernière question pour vous, Monsieur Bogdan Stéphane. Le rôle de la littérature, là, pour apporter de tels témoignages, je veux dire, est-ce que la littérature est nécessaire pour la compréhension, par exemple, de ce type de régime? Quel rôle est-ce qu'elle peut jouer pour aider les gens à comprendre que, bon, on a vécu dans un tel régime, voilà ce qu'il faut comprendre et ce qu'il faut retenir? Quel rôle peut jouer la littérature à ce niveau? Votre question est très, très bonne parce que ça me permet justement de dire que ce devoir de mémoire-là, il peut passer à travers la littérature. La Mhm. littérature, à travers un récit comme celui-ci, nous permet de livrer un témoignage complet, si vous voulez, un témoignage qui va dans la profondeur, qui va dans plein de détails, qui font en sorte que les gens ont une idée d'ensemble de la vie quotidienne dans un régime totalitaire, comme ça a été le cas de la Roumanie communiste des années 1980. Et donc, la littérature peut jouer un rôle majeur dans ce devoir de mémoire-là, dans le fait qu'on peut dire aux gens, faites attention pour l'avenir, parce que là, aujourd'hui, on se trouve dans une époque où on sent qu'il y a une poussée importante pour construire autre chose que ce qu'on a connu comme structure, si vous voulez, du monde après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. On sent qu'il de tous les ports, de tous les côtés, il y a une tendance de vouloir détruire ce qu'on a et de Oui. construire autre chose. Mais qu'est-ce qu'on va construire, qu'est-ce qu'on va faire, on ne le sait pas encore. C'est pour ça que ce devoir de mémoire est important pour dire faites attention avec les utopies, faites attention avec les choses qui paraissent trop belles pour être vraies. Mieux vaut des petits changements, des changements à hauteur humaine Mhm. qui font en sorte qu'on n'arrivera pas dans des emportements meurtriers qui vont écraser les plus vulnérables. Très bien. 1989, le communisme raconté à ceux qui l'ont pas vécu, de son auteur qui a été l'invité de notre émission d'Agora aujourd'hui, mesdames et messieurs, monsieur Bogdan. Stéphane, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation, monsieur. Est-ce qu'il est déjà disponible dans les librairies? Tout à fait. Le livre est disponible dans toutes les librairies à travers le Québec et je vous invite, si vous voulez, à le consulter. Et grand merci pour votre invitation. Ça m'a fait grand plaisir de participer. Le plaisir est pour nous. Très recommandé à lire. 1989, le communisme raconté à ceux qui ne l'ont pas vécu. Bogdan Stéphane, Kamal Benkiran avec vous, mesdames et messieurs. Prochain rendez-vous, jeudi à 15h30 chez Agora. Au revoir.